Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeouch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous. La médecine esthétique connaît un important succès depuis quelques années dans le monde et en Tunisie, force est de constater qu'elle ne cesse de gagner du terrain et de conquérir des patients qui viennent des quatre coins du monde. Si la demande des actes esthétiques est certes en croissance exponentielle, il faut garder à l'esprit que ce sont des actes non anodins qui nécessitent une expertise. Alors qu'est-ce que la médecine esthétique ? Quel est son champ d'intervention ? Comment s'y retrouver parmi la multitude de techniques souvent médiatisées de façon anarchique sur les réseaux sociaux? Le point avec nos invités, le professeur Rim Ben Mosli, qui est professeur agrégé en dermatologie, trésorière du groupe Laser des dermatologues tunisiens, le docteur Lilia El-Loumi, qui est présidente de l'association des dermatologistes libéraux, et le docteur Moaz Ben Selem, qui est trésorier de la Société tunisienne de dermatologie et vénéréologie. L'actu santé. La médecine esthétique connaît un important succès depuis quelques années, de plus en plus pratiquée, elle tend du coup à se banaliser. Santé pour tous vous fait découvrir toutes ces techniques qui promettent de vous gommer toutes les imperfections qui vous gâchent la vie. Alors petit tour d'horizon de ces pratiques avec nos invités ici présents qui rentrent de Paris où se tenaient les JDP, les journées dermatologiques de Paris, avec cette année la Tunisie à l'honneur. C'est bien cela, docteur Moaz Ben Selem? Oui, merci de l'invitation et merci de nous avoir permis de parler des journées dermatologiques de Paris, qui sont une tradition qui existe depuis plusieurs décennies. Mais cette année, il y a quelque chose de très particulier, c'est le fait que la Tunisie soit désignée pays à l'honneur. Alors, en pratique, ça signifie quoi ? Ça signifie deux choses. La première, c'est qu'ils ont fait un effort pour faciliter la venue des dermatologues tunisiens et en faisant donc des réductions substantielles sur les tarifs d'inscription. Et d'ailleurs, les Tunisiens sont venus en surnombre. Et la seconde chose, c'est d'accorder une session internationale consacrée à la dermatologie tunisienne, au cours de laquelle donc deux éminentes professeurs en dermatologie tunisienne, en l'occurrence professeur Hamida Turki et professeur agrégé Lubna Boussofara, de Sousse et de Sfax, respectivement de Sfax et de Sousse. Oui. Donc, on parlait de l'apport de la dermatologie tunisienne à la littérature mondiale dans divers domaines et notamment dans les dermatoses bulleuses auto-immunes comme le pemphigus ou bien dans ce qu'on appelle les génodermatoses. Bien que programmée assez tôt le matin entre 8h et 9h du matin, eh bien la salle était comble. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc, il y avait d'éminents professeurs qui étaient là, venus pour voir cette dermatologie tunisienne, qu'est-ce qu'elle a pu donner pendant toutes ces décennies. Et bien entendu, l'occasion nous a été donnée de parler de notre prochain congrès, donc à savoir le congrès de l'association des dermatologistes francophones qui aura lieu à Hammamet au mois d'avril 2020. Vous allez traiter des nouvelles médicales et scientifiques, bien entendu, des avancées de la médecine et notamment de l'esthétique au service de la pathologie. Alors justement, ce congrès, donc il est très particulier. D'abord, il va s'étaler sur 4 jours. Et c'est rare qu'un congrès médical s'étale comme ça, donc sur une longueur aussi importante. Et autre chose, il n'a pas été organisé uniquement par la Société tunisienne de dermatologie, puisque tout le monde a participé, à commencer par le groupe Laser, le groupe esthétique, l'association des dermatologistes libéraux, l'association de dermatologie pédiatrique. Bref, tout le monde a participé et de ce fait, nous avons choisi au total 12 grands thèmes. C'est important, pratiquement toute la dermatologie y est passée et l'un des thèmes justement c'était l'esthétique et nous allons parler de l'esthétique au service de la dermatologie. C'est bien clair, vous allez également parler des lasers, je crois savoir, professeur Rim Ben Mosli, vous êtes la trésorière du groupe Laser. Alors quand on s'y connaît pas, quand on entend laser, nous on pense tout de suite à des films de science-fiction, on pense à Star Wars, mais les lasers ont fait bel et bien leur introduction dans la médecine et notamment dans la dermatologie depuis pas mal d'années déjà. Exactement, donc les lasers ont fait bel et bien leur entrée en dermatologie médicale, mais également et essentiellement en dermatologie esthétique, évidemment, depuis quand même une bonne, je dirais, vingtaine d'années. Et là, c'est des outils incontournables dans un cabinet de dermatologie au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils rendent des services innombrables. Ça va depuis la destruction de petites lésions fines du visage jusqu'à vraiment le traitement de certaines pathologies vasculaires, de certains angiomes chez les tout-petits. Donc ça rend quand même service pour un large panel d'indications. On connaît tous certaines pathologies vraiment très affichantes qui gênent, qui dérangent, que sont les angioimplants, dont souffrent pas mal de nourrissons.
et qui là, leur prise en charge est complètement révolutionnée grâce au laser que l'on appelle le laser à colorant pulsé. Donc c'est dire l'importance de cet outil thérapeutique dans notre prise en charge au quotidien. À la une. La médecine esthétique connaît un important succès depuis quelques années, de plus en plus pratiquée, elle tend à se banaliser, je le disais tout à l'heure. Qui n'a pas entendu parler de l'acide hyaluronique, de la toxine butyrique, du laser? Qui n'a pas déjà vu ces fameuses photos avant, après, avec parfois des couacs? Il existe une multitude de produits, notamment injectables, ainsi que des dispositifs médicaux de plus en plus sophistiqués, avec une médiatisation anarchique, on va le dire, notamment sur les réseaux sociaux, et ça entraîne des confusions, et le public est complètement désorienté. Alors déjà, chirurgie esthétique, médecine esthétique, cosmétologie, on s'y perd un peu nous autres. Pouvez-vous nous aider à y voir plus clair, Dr Liliane Loumi? Merci pour l'invitation. Je commencerai peut-être par quelques chiffres justement pour évaluer l'importance croissante de cette demande. Quelques chiffres de l'ISAPS qui est l'International Society of Aesthetic and Plastic Surgery et donc qui ont noté donc 24 millions d'actes esthétiques pratiqués en 2017 dont 10 millions d'actes chirurgicaux dans le monde, de plastie mammaire, de lifting chirurgical, etc. et 14 millions d'actes non invasifs, c'est-à-dire des injections et des actes avec des dispositifs à base d'énergie tels que les lasers, les HIFU. Et donc, on note une augmentation croissante des actes non invasifs et ça se comprend très bien parce que les gens ne veulent plus le risque vital donc inhérent à l'anesthésie générale et aussi l'éviction sociale, donc l'alitement, l'hospitalisation et tout ça. Et donc, la demande, elle est de plus en plus croissante pour les actes tels que les injections et D'accord. et Alors les justement, lasers. on s'y perd un peu, nous autres, je le disais, chirurgie esthétique, médecine esthétique, cosmétologie. Tout d'abord, la cosmétologie, c'est quoi, Dr Rimben Mosley? La cosmétologie fait partie intégrale du travail d'un dermatologue. C'est en fait la science des cosmétiques, des crèmes essentiellement que nous allons étaler au niveau de la peau qui n'ont pas de fonction purement thérapeutique, mais qui ont des attributs cosmétiques, à savoir rendre à la peau son intégrité, rendre à la peau son aspect lisse et soyeux, hydrater, apaiser, La protéger du soleil, la par protéger exemple? du soleil, exactement. Et c'est en ça qu'un cosmétique va pouvoir accompagner la prise en charge dermatologique point par point. C'est-à-dire qu'en exerçant en qualité de dermatologue, il n'est pas question de se passer d'un cosmétique. C'est un nécessaire inéluctable. Nous qui traitons tous les jours des pathologies cutanées essentiellement, telles que les psoriasis, les atopiques, qui peuvent toucher différents âges, depuis le tout petit jusqu'au sujet âgé, c'est des pathologies, et les malades le savent d'ailleurs, ils ont la peau rêche, ça gratouille, ça chatouille, la peau souffre, ils ne demandent qu'à avoir ce qu'on appelle un émollient. Et donc à ce propos-là, je pense que Dr Bounselm nous racontera une petite anecdote. Racontez-nous. Oui, effectivement, il y a une petite confusion qui concerne la terminologie cosmétologie. En effet, très souvent, les gens pensent que cosmétique, c'est fard à paupières, Bah oui, c'est fard on pense à que joues, c'est juste les produits de beauté, c'est, en fait. Voilà, produits de beauté, c'est La le parure. rouge à lèvres, Oui. etc. Et donc, ces produits-là, ils sont surtaxés. C'est vrai. Moi, c'est-à-dire, je suis mal placé pour dire si c'est légitime ou pas. Mais par contre, en tant que dermatologue, moi, je vous dis, attention, il y a ce volet de la cosmétologie d'une part, mais il y a aussi la cosmétologie médicale, qui est d'un appoint fondamental en dermatologie. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez certainement qu'il y a une variante d'eczéma qu'on appelle l'eczéma atopique, qui touche essentiellement les enfants, mais qui peut toucher aussi les adultes. Et elle est extrêmement gênante. Vous savez, un enfant qui a une dermatite atopique, il peut passer une nuit entière à se gratter. Évidemment, insomnie pour toute la famille. Il faut absolument qu'on leur donne des émollients, parce que pourquoi ils se grattent? Parce que leur peau est très sèche. Donc, on donne des émollients pour calmer justement ce dessèchement, pour calmer ce grattage. Et c'est très important. Je vous donne un deuxième exemple, le psoriasis, dont tout le monde maintenant a entendu parler. Donc, il faut aussi, en dehors bien sûr des traitements qui sont maintenant bien codifiés, il faut associer des crèmes apaisantes, des crèmes hydratantes, des crèmes émollientes. Il y a aussi une maladie qui s'appelle ichtyose. En fait, il y a les ichtyoses, qui sont un groupe de maladies héréditaires et pour lesquelles nous n'avons que des crèmes émollientes à traiter. Il y a aussi un autre volet, ce sont les écrans antisolaires. Maintenant, Oui. il
Sans aller à penser jusqu'aux enfants de la Lune qui supportent absolument pas le soleil, mais il y a des peaux qui ne supportent pas du tout le soleil. Exactement. Alors les enfants de la Lune, justement, il faut en parler. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, c'est une pathologie extrêmement rare à travers le monde. Et donc quand vous voyez mais la qui littérature... existe quand même en Tunisie. Mais en Tunisie, elle existe. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même un taux élevé de consanguinité. Tout à fait. Mais comme vous le dites, ça demeure quand même une pathologie rare. Mais vous avez des pathologies, par exemple, comme les leucites, donc qui sont déclenchées par le soleil. Vous avez aussi pas mal de pathologies qui sont aggravées par le soleil, telles que le mélasma, donc improprement appelé masque de grossesse, mais qui est en fait extrêmement fréquent. Il faut savoir que l'écran est très important. L'écran antisolaire est tout aussi important également pour prévenir les cancers de la peau. Et à cet effet, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'en Australie, les écrans antisolaires sont remboursés par la sécurité sociale ? Parce qu'il y a un chiffre très élevé de cancers de peau et on essaie de prévenir. Maintenant, si vous faites le calcul, alors qu'est-ce que ça va rapporter à l'État tunisien ? Quelques dinars de plus comme taxe, si donc on se dit qu'en contrepartie, on peut prévenir l'apparition des cancers. Donc vous imaginez certainement combien ça coûte le traitement d'un cancer de la peau une fois qu'il a été déclenché, et surtout le cancer extrêmement grave qu'on appelle le mélanome. C'est-à-dire que lorsque par exemple un écran solaire est prescrit sur ordonnance, il faudrait qu'il puisse être remboursé. En tout cas, il faudrait réviser les taxes faramineuses qui sont appliquées à ces produits. Exactement. C'est bien clair. Chirurgie esthétique, médecine esthétique, c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce que la médecine esthétique ? Docteur Lilia Loumi. En fait, la médecine esthétique, ça consiste dans le fait de traiter la peau par des moyens non invasifs ou peu invasifs, c'est-à-dire sans recourir à la chirurgie à proprement parler. Donc nous avons d'un côté tout ce qui est injectable, donc la toxine botulique, le comblement, notamment à l'acide hyaluronique, le PRP qui est maintenant très à la mode, la mésothérapie, la carboxythérapie. On va expliquer tout cela par la suite parce que pour nous autres c'est du chinois. Voilà, oui. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle les dispositifs à base d'énergie, c'est-à-dire les lasers, la lumière pulsée, la radiofréquence, les HIFU. Et donc ça permet de traiter la peau, de traiter les problèmes de vieillissement, de relâchement cutané sans avoir recours au bistouri. Et c'est pour ça que ça séduit de plus en plus les gens, vu le faible risque. Le risque n'est pas nul, bien sûr, il n'y a pas de risque zéro, quelle que soit la méthode, mais quand même, on arrive à améliorer nettement l'apparence de la peau sans grand risque. Ceci est très important. Et puis tout à l'heure, vous le disiez, ça permet aussi de reprendre une activité normale dans la journée, c'est possible. Tout à fait, il y a ça. Pour certains et puis, actes, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que les résultats obtenus sont réversibles pour la majorité des techniques utilisées, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on passe sous le bistouri. Absolument, oui, d'où l'avantage de ces nombreuses techniques. Voilà. Par exemple, une technique telle que les injections de toxines botuliques, c'est des injections, on le sait, on les fait pour décontracter un petit peu un muscle qui fonctionne excessivement, et on sait que cet effet-là, on l'obtient pour une période de 4 mois. Après 4 mois, 6 mois, je n'ai pas envie de reconduire ma méthode. Voilà. Souvent, les patients d'ailleurs nous posent la question, est-ce que ma peau va tomber ou il arrivera quelque chose de mauvais ? Non, la peau ne tombera pas. Ça redeviendra comme avant. Non, voilà, ça redeviendra au point zéro avant d'avoir injecté, tout simplement. D'où d'ailleurs l'avantage que procurent ces techniques, puisque je peux décider d'en refaire ou ne pas en refaire. Alors la médecine esthétique connaît un important succès depuis quelques années dans le monde, et en Tunisie, elle ne cesse de gagner du terrain, de conquérir des patients qui viennent des 4 coins du monde. C'est fou ça. Il y a un tourisme médical qui se développe en médecine esthétique. D'abord ça revient moins cher, je pense, en Tunisie pour eux, surtout avec la dévaluation du dinar, et puis surtout il y a la compétence de nos médecins tunisiens. Alors tout à l'heure, le docteur Lilia Loumi nous a donné quelques chiffres dans le monde. Est-ce qu'on a quelques chiffres en Tunisie ? En termes de pourcentage, j'ai entendu dire par exemple que 70% des traitements réalisés concernent les soins du visage et les 30% restants sont des soins du corps. Vous confirmez, Dr Moaz Ben Salem ? En gros ? Oui, en gros, je pense qu'on n'a pas des chiffres précis en Tunisie, mais oui, effectivement... C'est encore un sujet un peu tabou, en Tunisie. Ils font ça, mais en cachette. Bon, c'est pas tellement tabou, ça se démocratise maintenant, ça touche tout le monde. Il faut pas croire que la médecine esthétique n'intéresse que les riches, non. Tout le monde veut améliorer son aspect esthétique. Il faut quand même des sous, il faut quand même un budget. Il faut un budget, mais ça suppose des sacrifices parfois au détriment d'autres choses. Question de peau, question de veine et de couleur.
La peau, professeur Elim Ben Mousli, elle joue quand même plusieurs rôles fondamentaux, dont celui de protection vis-à-vis de l'extérieur, de régulation thermique, elle possède aussi une fonction immunitaire. Absolument. Donc la peau, c'est un grand organe d'échange. Elle a une fonction d'abord, une fonction de protection, qui n'est pas propre à l'humain seulement, même à l'animal. Donc c'est la défense. Quand on a une égratignure, qu'il y a une excoriation, il peut se passer des choses. Il peut y avoir un processus inflammatoire ou infectieux qui rentre et on souffre, on n'est pas bien. Donc là, la fonction, donc déjà, barrière. Et puis la peau, c'est, vous disiez reflet de la mouille, mais ça c'est quand on est jeune, mais quand on vieillit après, malheureusement, il faut jouer de tout son aspect professionnel pour venir un petit peu gommer les marques de l'âge. Voilà. Ouais. Et cette peau elle est constituée de 3 couches superposées. On révise un peu nos leçons, docteur Lilia Loumi. On a vu ça dans le temps, à l'école. Alors, on rappelle ces 3 couches. Donc, nous avons l'épiderme, le derme et l'hypoderme qui est formé de graisse. Et donc, justement, les soins esthétiques, chaque type de soin va s'intéresser essentiellement à l'une ou l'autre de ces couches de la peau, effectivement. Donc, on a bien compris, vous le dites depuis tout à l'heure, la peau, par sa couleur, sa texture et sa qualité, possède en outre une incontestable fonction psychosociale. Dans cette époque que nous vivons, l'ère du paraître, tout le monde est là à poster ses photos sur les réseaux sociaux et tout. C'est une vraie maladie, c'est une vraie addiction d'ailleurs, d'où l'importance de peut-être embellir ses traits. Et on comprend mieux maintenant que traiter la peau va consister à prendre en charge donc cet organe. Mais il y a des précautions à prendre avant tout traitement. Oui, c'est justement pour ça que je pense que le dermatologue est l'un des spécialistes les plus aptes à prendre en charge les problèmes de peau, mais aussi l'embellissement de la peau, parce que avant tout acte esthétique, il faut bien déterminer les antécédents, s'il y a des contre-indications, des précautions à prendre, notamment un terrain de maladies auto-immunes. Il y a certaines maladies qui contre-indiquent certains actes esthétiques et là c'est très important de le signaler. Et puis donc une bonne analyse de la peau pour permettre justement de déterminer les indications, qu'est-ce qu'on va proposer comme soin, parce que le patient, ce n'est pas à la personne d'imposer quelque part ce qu'elle veut comme traitement, parce que l'expert c'est le médecin. Donc le patient va avoir une demande et la demande doit être réaliste. Donc les attentes doivent être réalistes pour éviter les déceptions, éviter les complications. Et c'est au médecin, en fonction de la nature de la peau, en fonction de l'indication, qui va proposer un protocole pour traiter chaque type de peau et chaque patiente individuellement. C'est-à-dire lorsqu'un patient se présente avec une demande, auparavant, vous allez lui faire un petit bilan? Pas forcément. Dans certains cas, on a besoin de faire des explorations, des bilans, mais déjà un bon interrogatoire permet dans la plupart des cas de détecter effectivement les éventuelles contre-indications. Par exemple, professeur Elim Ben Mousli. Au concret, en fait, quand un patient se présente pour une prise en charge esthétique, ce qu'on propose d'abord, c'est ce qu'on appelle une analyse de visage, de regarder la personne, de bien observer, et c'est au dermatologue de le prendre en charge évidemment. La prise en charge en 2 parties, une prise en charge en surface. Il y a des problèmes cutanés, il y a des taches, il y a des choses qui poussent. Là, il faut les arranger. Il y a une prise en charge globale qui a trait à la dynamique du visage, c'est-à-dire que quand on voit un patient s'exprimer ou parler ou en position de face et de profil, on voit s'il y a une mimique disgracieuse qu'on peut éventuellement adoucir pour rendre ce visage un petit peu plus harmonieux. Donc, on va proposer justement un plan de travail qui va permettre à cette personne d'avoir un meilleur rendu, d'avoir ce qu'on appelle des émotions positives. J'aimerais bien reprendre un petit peu ce qu'ont dit mes collègues Dr Lilia Loumi et Elim Ben Mousli pour dire que d'abord, même si c'est esthétique, c'est quand même un acte médical. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chez n'importe qui. Il ne faut pas que, par exemple, ce qui est arrivé... c'est-à-dire qu'un dermatologue, il a fait des études pour ça. C'est le spécialiste de la peau. Je ne vais pas tomber dans le corporatisme, je vais dire médecin qui connaît bien son métier. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand des personnes s'adressent à des non-médecins. Et on a vu l'exemple d'un monsieur qui travaille comme coiffeur du côté d'un Nasr, aidé d'une serveuse et qui commençait à faire des greffes de cheveux. Ça, c'est extrêmement grave. C'est incroyable, ça. Oui, c'est incroyable. Et c'est-à-dire, ce qui est encore plus incroyable, c'est que des gens
aille se faire greffer des cheveux chez le coiffeur. Là, j'ai pris le cas extrême un petit peu pour choquer. C'est un acte médical, normalement. C'est un acte médical. Il doit être fait par des médecins et des médecins qui connaissent bien l'anatomie de la peau, qui sont capables de poser un diagnostic correct. Il faut que la personne consulte. Il faut, comme le dit Dr Liliane Loumi, s'il y a lieu, demander des analyses. Et là, je vais prendre 2 exemples concrets. Le premier, une dame qui vient se présenter avec des poils superflus, qu'on appelle l'hirsutisme. Eh bien, ça peut être un hirsutisme banal, qu'on traite par laser directement. Mais derrière cet hirsutisme, il peut y avoir une hyperandrogénie, c'est-à-dire un excès d'hormones masculines, qui peut être lié, par exemple, à une pathologie ovarienne, et notamment ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, ou alors une pathologie surrénalienne. Et c'est pour ça que c'est très important de faire une consultation dès le départ et d'établir un bon diagnostic, aidé s'il le faut par des examens complémentaires. Ça, c'est le premier exemple. Le second exemple, peut-être encore plus grave. Donc tout à l'heure, nous avons parlé du fameux cancer qui s'appelle le mélanome, Oui. qui est notre hantise à tous les dermatologues. Il y a des gens qui ont des taches. Une tache, tout de suite, il faut penser à éliminer un mélanome. Le mélanome demeure heureusement rare, mais il faut être sûr que ce n'est pas un mélanome. Et là, justement, les dermatologues, ils sont maintenant munis d'un appareil nouveau qui s'appelle le dermoscope. Donc, il y en a même qui ont leur dermoscope de poche, qui est constamment avec eux. Et ça permet déjà, de prime abord, de dire est-ce que c'est une lésion inquiétante ou pas. Donc, moi, je pense que c'est fondamental, dès le départ, de porter un diagnostic correct. Et puis, par la suite, évidemment, éliminer les contre-indications, prendre toutes les précautions. Évidemment, il y a certains gestes qu'il est préférable de ne pas faire en plein été, quand il y a du soleil, etc. Donc, tout ça pour dire que finalement, c'est très important que l'acte de médecine esthétique soit fait par un médecin qui connaît son travail. Docteur Liliane Loumi, que peut traiter le dermatologue esthétique? Quel est son champ d'intervention? Ça concerne toutes les catégories d'âge, en commençant dès l'adolescence. Oui, bien sûr. À l'adolescence, le problème le plus récurrent, c'est bien sûr l'acné avec tout son cortège de complications telles que les cicatrices. Oui, on est très souvent amené à traiter justement des cicatrices d'acné par des techniques complémentaires, des techniques généralement combinées parce que ce n'est pas du tout facile à traiter. Généralement, on peut proposer du laser, ce qu'on appelle laser CO2. Et il faut faire très attention sur nos types de peau, nos phototypes qui sont des phototypes souvent foncés et qui sont sujets aux complications à type d'hyperpigmentation post-inflammatoire qu'il faudra savoir gérer. Et c'est pour ça qu'on est souvent amené à combiner justement des traitements avec des injections de PRP, avec peut-être des séances de LED, c'est de la photobiomodulation qui est très intéressante aussi. Donc le dermatologue doit maîtriser toutes ces techniques pour pouvoir apporter une solution efficace à ce type de problème. À part l'acné, professeur Rym Ben Mousli, que peut traiter le dermatologue esthétique? Il peut traiter grand-chose, heureusement d'ailleurs. Donc, il peut traiter l'acné, les cicatrices, évidemment, qui constituent un large panel. Et puis, il peut traiter, évidemment, des signes de photovieillissement qui commencent à s'installer, des dyschromies type lentigo et des choses comme ça. C'est la peau qui sature, qui n'arrive plus à réparer les excès de pigments. Et parfois, tu vas arriver des patientes qui te disent « j'ai envie d'enlever les taches ». Bon, ces taches-là, ça peut être ce qu'on appelle... Alors, c'est les taches brunes, les lentigos? Alors, les lentigos, elles sont assez souvent brunes, donc c'est des taches particulières. Elles sont un petit peu arrondies, elles sont plutôt planes, brun, marron clair à marron foncé. Et on peut les traiter, ce qu'on appelle au laser pigmentaire, après une bonne préparation pour faire les choses dans les règles de l'art. Et en général, on fait ceci pendant la période plutôt automno-hivernale. Donc, les poils, les cicatrices d'acné, tout ce qui est pigmentaire. Il y a aussi les varicosités exactement fines des membres inférieurs. La patiente peut avoir eu des injections sclérosantes déjà chez son phlébologue si elle a des vaisseaux plus gros qui sont un petit peu dilatés, donc pour fermer, je dirais, le robinet d'arrêt juste avant, et puis prendre en charge un petit peu, dans un but simplement esthétique, pour gommer un petit peu cet aspect de vaisseau bleuté, parfois disgracieux au niveau des membres inférieurs. Docteur Moaz Bensel. Alors, nous avons abordé la question des taches pigmentées. Il y a une demande qui est importante. Ce sont les tatouages. Des jeunes qui font comme ça. Oui. Donc, depuis quelques années, c'est à la mode ces tatouages. Tatouage, c'est à la mode. Donc, parfois, les personnes le font comme ça dans un contexte très particulier. Donc, il m'est arrivé de voir quelqu'un qui a fait un tatouage la nuit et qui est passé me voir le lendemain pour me dire de l'enlever. Donc, ça a été facile pour lui de faire son tatouage, mais enlever un tatouage demandera au minimum 1 année. Donc on
a bien compris, il faut bien distinguer les soins non invasifs qui peuvent être traités en institut de beauté, comme les soins hydratants, des actes strictement médicaux comme, je sais pas, la mésothérapie, les compléments, le laser, sans passer par la chirurgie. Il y a plus douce, la dermatologie esthétique, qui fait appel donc à une multitude de soins performants pour venir à bout des imperfections visibles sur la peau. On peut faire le point sur ces différentes pratiques. Quelles sont les différentes techniques esthétiques utilisées, Dr Lily El-Loumi? Alors, je commencerai peut-être par les plus demandées, les injections. Voilà. En tête de liste, la toxine botulique, le fameux Botox, qui est un petit peu colporté, un petit peu n'importe comment. Alors, c'est quoi? Alors, ce sont des injections de toxine botulique. Donc, c'est une toxine extraite d'une bactérie et qui est responsable d'une paralysie musculaire. Donc, attention, ce n'est pas du tout anodin. Mais dans les indications esthétiques, elle est très, très diluée. Il n'y a pratiquement plus de risque pour l'organisme, mais elle va avoir une action strictement locale. Elle va bloquer la transmission nerveuse neuromusculaire au niveau du muscle, ce qui va mettre au repos les muscles. Et donc, ça s'adresse essentiellement à la partie supérieure du visage, le tiers supérieur du visage, parce que autrement, par exemple, au niveau du tiers inférieur, on va avoir des muscles nobles qu'il faut épargner. Donc, des fois, on peut injecter, mais vraiment par des opérateurs chevronnés, très bien formés à cette technique. Mais comme vous le disiez, il faut quand même faire attention parce que cette toxine est produite par le microbe qui est responsable du botulisme, une forme d'intoxication alimentaire, donc ça ne doit pas être fait par n'importe qui. Or, on voit par exemple à l'étranger, il y a même des barres à botox comme ça, et n'importe qui fait quoi? On se fait ça, les uns les autres se piquent, c'est effarant quoi. Ah bah oui, il y a des risques infectieux majeurs, il ne faut pas faire ça chez un non-professionnel. Je pense le maître mot, c'est se faire ces injections par un professionnel qui sache ce que c'est qu'un risque infectieux. Il y a des risques infectieux, il y a une seringue, il y a une injection. À partir de ce moment-là... Et des doses Ah bah oui, il y a des dilutions à respecter. La toxine botulique, c'est un médicament. C'est un médicament avec lequel on traite parfois les dystonies neuromusculaires que nos confrères neurologues utilisent, que les ophtalmologues utilisent à des fins purement médicales. Et il a été mis à profit grâce à ses propriétés en esthétique avec des dilutions connu, maîtrisé, qui ne pose aucun problème de botulisme lorsqu'il est traité en esthétique aux doses consensuelles évidemment, et nous connaissons son effet, nous connaissons sa diffusion et nous maîtrisons toutes ces techniques impeccablement bien. Après, bien sûr, il faut faire son injection chez un professionnel. Et quelles sont les indications pour cette toxine botulique? J'y perds mon latin. Essentiellement les rides d'expression du visage, donc le tiers supérieur du visage. Donc ça permet de mettre au repos justement ces muscles qui sont susceptibles de se contracter d'une manière un petit peu importante. Voilà. On ne parle pas de paralysie parce que ça fait un peu peur, donc on va juste les mettre au repos. Professeur Ben Mosley. Pour simplifier un petit peu les indications, c'est par exemple la ride du lion qui donne un air un petit peu sévère à l'individu. C'est par exemple les rides du front qui sont successives, horizontales, que l'on devine à distance sociale. C'est ce genre de service que peut rendre l'injection de toxine botulique lorsqu'elle est faite d'une façon naturelle. Il y a des choix d'injection. On peut garder le mouvement des sourcils et avoir une petite expression du visage. Par exemple, injecter une patiente jeune, on ne va pas venir figer les rides de la padoie. C'est vraiment dommage. Il faut rester dans le naturel. Parlons des tranches d'âge, justement. Vous venez de dire une patiente jeune. Pourquoi? Il y a des jeunes qui viennent vous voir pour des rides? Ah bah oui. À partir de quel âge? On en a même à partir de 23, 24 ans, elles viennent demander. Mais il n'y a pas de ride à 23 ans. Mais elles viennent poser des questions. Mais par exemple, à 28 ans, on est en droit d'avoir une ride du lion qui commence à se creuser. D'accord. Ah oui. Et elles sont précautionneuses. Hein. Elles viennent demander, elles ne veulent pas. Elles ont vu maman a souffert parce qu'elle a cette ride et je sais que c'est familial. Docteur, je ne veux pas que ça apparaisse chez moi comme ma maman. D'accord. Donc, elle vient se renseigner. Et quand vraiment l'indication est là, même si elle a 23, 24 ans, bien sûr que tu peux injecter. Tu lui rends service, la bonne dame. Elle ne va pas avoir une ride profonde qui va la marquer à vie, déjà qu'elle est traumatisée. Mais elle devra revenir tous les 4 mois ou tous les 6 mois. Généralement, quand on est jeune, l'avantage majeur, c'est que c'est vrai qu'elle ne revient pas au bout de 4 mois. C'est souvent 6 mois. Et la toxine, je vous disais, c'est un médicament. Donc, le muscle se contracte moins et donc, du coup, on a moins besoin de doses. Donc, au début, on injecte tous les 6 mois, c'est vrai. Mais après, c'est une fois l'an. C'est clair.
Restons dans les injections d'acide hyaluronique. Ça, on en parle beaucoup depuis de nombreuses années. Le filler aussi, on appelle ça. Alors, c'est quoi et quelles indications? Alors, les techniques de complément, c'est une technique quand même qui a une bonne trentaine d'années. Et quand ça a commencé, c'était essentiellement le collagène, Diderme 1, Diderme 2, Diplast, etc. Et puis, à un certain moment, donc, ça posait des problèmes, notamment des problèmes de réaction allergique. Il fallait faire un test, etc., renouveler le test. Finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne fait plus de collagène, on fait de l'acide hyaluronique de synthèse. Alors, il y a une pléthore de produits, au moins sur le marché tunisien, on a une bonne dizaine. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend des plis, des rides qui sont bien marqués. Donc l'exemple le plus typique, ce sont les sillons nasogéniens. Ce sillon nasogénien peut se prolonger par une ride qui n'est pas du tout esthétique. Les plis d'amertume. Exactement, on appelle ça le pli d'amertume. Il y a aussi une autre façon aussi de combler, c'est-à-dire au niveau de la région des pommettes, des malaires, etc., pour redessiner l'ovale du visage. C'est une technique que je dirais complémentaire du Botox et qui aujourd'hui, à mon avis, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je crois que c'est la demande la plus importante maintenant. Ça rend vraiment des services. Et c'est douloureux? Ça fait mal? Alors, ça dépend des personnes. Alors, il y a des personnes qui sont douillettes, donc chez qui ça fait mal. Il vaut mieux à ce moment-là appliquer une crème anesthésiante. Énervante. Et il y a des personnes qui se portent très très bien et qui me disent non, moi j'ai pas besoin d'anesthésique. Alors j'aimerais bien donc aborder juste un petit sujet, c'est qu'à un certain moment, il y a une vingtaine d'années, donc ils ont sorti des produits dits non résorbables. C'est-à-dire vous êtes parti pour 5 ans. Mais là, heureusement qu'ils ont été abandonnés parce que lorsqu'il y a un accident, donc je donne un exemple d'un produit qui s'appelait l'artécole, etc. Si vous l'injectez et si vous avez des réactions, si vous avez des granulums, ça va pas partir. Parce qu'au moins avec les produits résorbables dont on dispose. Donc dans l'effet dure à peu près entre 9 mois et 12 mois au meilleur des cas. Donc finalement, s'il y a un petit incident qui se produit, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 12 mois, ça va partir. Et comment vous pouvez savoir si la personne en question va faire une allergie ou non Parce qu'il y a ça aussi, il y a un engouement pour toutes ces techniques, et puis il y a aussi une peur aussi chez d'autres personnes. Il n'y a jamais de risque zéro, hein. Tout à l'heure, le docteur Loumi nous l'a rappelé. Mais vous prenez des précautions en faisant des analyses. Si c'est un terrain qui est allergique, peut-être que vous n'allez pas recommander tel produit. Dites-nous. C'est le rôle du dermatologue. C'est pour ça que c'est important d'aller voir un médecin dermatologue finalement. Oui, il faut voir tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes, les joues, le cou, etc. Il faut traiter l'ensemble. Il ne faut pas traiter une seule partie. Donc ça, c'est d'une part. Il faut savoir éliminer les contre-indications. Il y a des personnes, supposons par exemple qu'une personne soit sous traitement anticoagulant, supposons qu'une personne ait un problème dysimmunitaire. Donc en général, chez ces personnes-là, il ne faut pas faire ce genre d'acte parce que ça peut être dangereux. Donc déjà, éliminer les personnes à risque. Évidemment, de principe, on ne fera pas ce genre de geste, c'est une femme enceinte. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, quand on va faire la technique, vous savez, quand vous injectez le produit de comblement, l'acide hyaluronique, il faut savoir où l'injecter. Si vous l'injectez trop profondément, il se perd. Si vous l'injectez de manière trop superficielle, c'est pas beau du tout. Il va faire des bosses. Voilà. Ça va faire des bosses. Il faut avoir donc la bonne technicité pour savoir l'injecter. Maintenant, quand on injecte, il y a deux façons de faire. Il y a les injections rétrotraçantes, c'est-à-dire on met l'aiguille au fond et puis on commence à retirer donc en lâchant du produit. Voilà, en lâchant du produit. Ou bien on peut faire point par point. Dans tous les cas, le résultat est le même. Donc tout dépend de la méthode de chaque médecin, de ses habitudes, etc. Et il y a des hématomes pour combien de temps? En général, les hématomes, donc si on sait, fait attention qu'en général, ça n'arrive pas, sauf le pourtour des yeux. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Dr Ibn Mousli. En fait, les hématomes, les ecchymoses, etc., il y a deux choses. Il y a bien sûr le terrain. Il y a des gens qui ont une peau très fragile, très fine. D'ailleurs, en général, elles se connaissent, les patientes, elles vous disent. Donc là, dans ce cas, quand on voit la patiente avant l'injection, on va lui donner une petite prémédication. Généralement, j'ai lu la base d'arnica pour rendre la peau un petit peu moins à risque, disons, d'ecchymose. Et puis, il faut l'avertir simplement pour pas qu'elle ait le mariage de son fils dans 4 jours. C'est tout, c'est au concret, c'est ça, quoi. 4 jours, donc il y a plus que 4 jours. Quoi, oui, parce que des ecchymoses, ça peut aller de 4 à 7 jours, honnêtement, surtout au niveau de la région des cernes. Il y a des zones qui font plus d'ecchymoses que d'autres. Par exemple, aller se faire ses injections au niveau, ce que disait tout à l'heure Dr Loumi, au niveau du tiers moyen du visage, ça ne pose pas trop de problèmes, ça peut même ne pas se voir du tout. Je fais mon injection, je reprends mon travail et tout se passe bien. Par contre, une région telle que le cerne ou les plis d'amertume, c'est des zones qui font plus de bleu. Les cernes, vous les traitez également? On en parle moins dans la littérature. Oui, certains types de cernes gagneraient à être traités par des injections d'acide hyaluronique chez des médecins entraînés à ce type d'exercice. Bien sûr. Et en tout le matériel qu'il faut pour mettre le produit, pour faire enlever le produit aussi.
On parle beaucoup de PRP, injection de plasma, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors le PRP justement, je pense que c'est la star des traitements esthétiques et on parle même de vampire lift parce que, oui, tout simplement parce que c'est à partir du sang. Donc on va prélever le sang de la personne sur des tubes spécifiques de préférence, pas sur n'importe quel tube de prélèvement et on va le centrifuger pour recueillir justement ce qu'on appelle le plasma qui est riche en plaquettes. Et les plaquettes donc contiennent les facteurs de croissance. Donc, quand on injecte ce plasma dans la peau de la patiente, il y aura une dégranulation des plaquettes qui vont libérer ces facteurs de croissance. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces facteurs de croissance? Ils vont agir sur toute la cascade enzymatique qui a lieu au niveau de la peau. Donc, ça va rendre la peau plus réactive, plus jeune. C'est une régénération de la peau. C'est pour ça que le PRP trouve toute sa place et je pense aussi que c'est un petit peu la médecine de l'avenir avec les cellules souches parce que on a une régénération à partir de nos propres cellules, sans aucun ajout de produits extérieurs. Donc il n'y a pas de rejet, il n'y aura pas de rejet, mais ça sert juste à donner un coup d'éclat, alors il n'y a pas d'autre indication. C'est une véritable régénération, c'est un soin en profondeur de la peau. Quand on fait régulièrement ces séances de PRP, on préconise généralement 2 à 3 séances espacées de 1 mois, qu'il faudra répéter tous les 4 à 6 mois, et là on aura réellement une peau qui sera rajeunie, raffermie et avec un coup d'éclat. C'est fou parce que je vous entends parler, puis là je me vois transportée dans un film de science-fiction un peu, voilà, on prend du plasma, on va injecter. Alors il y a aussi un autre truc dont on parle, c'est les radiofréquences, le thermage. Pour qui, pourquoi? À chaque fois je vous pose les mêmes questions, hein. Ouais. C'est quoi et ça sert à quoi? En fait, tout l'esprit de la prise en charge anti-âge, en tout cas par les techniques qui vont un petit peu plus en profondeur, parce que là, on a dépassé un petit peu le plan de l'épiderme, on est carrément dans le derme, voire même l'hypoderme, et donc on cherche à créer, via le transfert de chaleur, parce que ce qu'au fond les radiofréquences ou même certains lasers, c'est d'arriver au niveau de cette zone de la peau pour induire ce qu'on appelle un chauffage de la peau, pour induire une néocollagénèse, un nouveau collagène qui sera capable d'avoir cette peau qui est moins tombante, un petit peu plus ferme pour garder le joli tracé de son ovale du visage et ne pas avoir les marques de voir le temps passer. Et donc toutes ces techniques complémentaires, après les techniques bien sûr il y a des différences entre les unes et les autres, elles cherchent justement à stimuler ce collagène pour avoir ce qu'on appelle cet aspect remodelé, ce remodelage du visage pour lutter contre le relâchement. Docteur Benzel. Alors justement, j'enchaîne pour donc parler d'un mot qui devient à la mode, un terme anglais qui s'appelle le skin tightening. C'est le raffermissement de la peau. Vous savez, donc on a parlé donc du front, on a parlé des joues, etc. Mais vous savez, avec le temps, on peut ressentir les joues qui tombent, et notamment au niveau du cou, et on a besoin de raffermir la peau. Et là, on peut utiliser justement donc la technique de la radiofréquence qui va donc stimuler les collagènes, les cellules plutôt les fibroblastes cutanés à fabriquer un nouveau collagène. Et ça, c'est ce qu'on appelle le skin tightening. Et donc là, tout est complet. Donc on aura donc le botox au niveau du front, on aura le comblement au niveau des joues et des sillons nasogéniens, des plis d'amertume. On aura, comme le dit le docteur Lilia Loumi, donc du PRP pour améliorer. C'est le plat complet. Et là, on termine, ou alors donc on est presque à la fin. Donc on fait des séances de skin tightening, de raffermissement de la peau. Et là, si vous permettez, je vais enchaîner avec un petit point. Il y a donc maintenant des techniques qui utilisent de l'électricité. Il y en a 2, donc essentiellement. Donc il y a d'une part le jet plasma qui utilise un courant électrique continu, et il y a le plexer qui utilise un courant électrique alternatif. Ces 2 techniques-là ont permis donc d'améliorer de manière très importante l'aspect des paupières. C'est ce qu'on appelle la blépharoplastie. Ah oui, il paraît que maintenant il existe une blépharoplastie sans scalpel, donc sans chirurgie. Exactement. Eh bien, c'est ça. Donc justement, donc c'est la fameuse blépharoplastie non chirurgicale, ou comme le dit un de mes collègues, il vaut mieux dire sans bistouri. Donc c'est une technique qui est relativement simple, donc il nécessite 2-3 jours de repos, et ça prend au total, disons 3/4 d'heure pour faire les 2 yeux. Et après, donc par exemple... Donc vous faites ça avec quoi? Avec quel instrument? Avec quel outil à main? Alors l'outil à main, il est très simple, qu'il s'agisse d'un jet plasma ou d'un plexer. C'est un outil donc qui est un peu plus grand qu'un stylo et qui permet de créer un courant électrique qui soit continu pour l'un, alternatif pour l'autre, et qui va donc stimuler la peau d'une part, et qui va renouveler cette peau. On n'est pas dans la technique des ultrasons là. Non, on n'est pas. Non, ça c'est électrique, et l'indication majeure c'est essentiellement cette blépharoplastie. Alors si on fait par exemple cette technique un jeudi après-midi, alors 3 jours de repos et ça y est, lundi on peut reprendre le travail avec un aspect
très nettement améliorée au niveau des paupières. Alors là, tu t'es bien reposé, toi, ce week-end. Hein, voilà, tu as les yeux reposés. Voilà ce que tu pour les collègues. D'accord. Alors moi, j'aimerais que vous me parliez d'un truc qui s'appelle le peeling ou microdermabrasion. C'est ça, voilà. Et c'est un truc qui fait peur. Il y a des gens qui disent c'est dangereux. Parfois, il y a des accidents. Alors, de quoi s'agit-il? Et là encore, quelles indications? Les peelings, alors pourquoi est-ce que parfois les gens ont peur? Parce qu'avant, mais quand je dis avant, c'était il y a 30 ou 40 ans, on utilisait des substances qui pouvaient être potentiellement dangereuses. Par exemple, on utilisait le peeling à la résorcine, au phénol, etc. Et ça va provoquer une exfoliation. Mais c'est quoi? C'est un produit? C'est quoi? Alors, c'est un produit qu'on applique, on va garder pendant quelques minutes et qu'on va enlever. Et évidemment, la technique va être renouvelée. Comme je l'ai dit, ces produits anciens, personne aujourd'hui, aucun dermatologue ne ferait appel à la résorcine ou au phénol parce qu'il peut y avoir effectivement des incidents. Maintenant, ce qu'on utilise essentiellement, ce sont deux produits. Il y a l'acide glycolique à des concentrations qui peuvent varier de 50 à 70 voire plus, ou bien vous avez l'acide trichloracétique. Alors, les indications, donc essentiellement les traces d'acné. D'accord. Ça marche très très bien. Les taches peut-être? Les taches aussi, ça marche bien aussi. Et dans certains cas, on peut les utiliser, pourquoi? Comme technique anti-âge. Maintenant, il faut faire très attention. Il faut bien choisir les personnes. Le risque majeur, surtout... Pardon, c'est comme un gommage, une desquamation de la peau? C'est une desquamation. Bon, évidemment, en fonction de la nature du produit, en fonction de la concentration du produit. Donc, ça peut être plus ou moins profond. Et c'est là qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'avec le soleil qu'on a, avec nos peaux à nous, il y a un risque de ce qu'on appelle une hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est-à-dire, vous partez pour enlever une petite tache et vous vous retrouvez avec une tache qui est encore plus importante, qui est plus grave. Bonjour les dégâts. Et donc, dès le départ, il faut savoir éliminer les mauvaises personnes, entre guillemets. Il ne faut pas le faire donc durant la saison estivale, en sachant que la saison estivale tunisienne commence au mois de mai. Ni les femmes enceintes qui risquent d'avoir le masque de grossesse, là. Ouais. Ce sont des séances renouvelées. Maintenant, quand on prend toutes ces précautions-là, en général, ça peut être un outil esthétique qui peut aider à prendre en charge pas mal de choses. C'est clair. Professeur Elim Ben Mosleh, vous êtes la trésorière du groupe Laser. Alors je m'adresse à vous. Il y a une ribambelle de lasers qui sont là pour faire des tas de choses, disparaître les taches et autres imperfections de la peau. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, le domaine des lasers est vaste. En premier lieu, on citera la prise en charge de tout ce qui est hypertrichose, hirsutisme chez des patientes demandeuses. Et les lasers, par exemple, pour l'élimination des poils, c'est des lasers qui ont transformé la vie de patientes qui, pendant longtemps, ont souffert d'hirsutisme. Et ça n'est pas une pathologie rare. C'est une pathologie extrêmement fréquente. Alors, il y a un groupe... vous me disiez hors antenne, c'est important lorsqu'il y a une patiente qui se présente avec un hirsutisme, de lui faire avant un bilan, parce que cet hirsutisme peut cacher quelque chose. Absolument. Donc, tu as parfois des patientes qui commencent leur hirsutisme très très tôt, qui ne se rendent pas compte qu'elles commencent encore à avoir des problèmes endocriniens. Donc, l'endocrinologue est là, il faut savoir le lui confier pour gérer à deux l'hirsutisme d'un côté et le trouble qui est en train de nourrir cet hirsutisme pour que la patiente, quand elle fait son laser, elle fait ses séances, elle sait que par exemple, chez une patiente qui a des troubles hormonaux, elle va venir faire ses séances laser, elle va obtenir un résultat intéressant, mais elle sait que à l'issue de ces séances de traitement d'attaque, elle va revenir parce qu'il faut faire des séances qu'on appelle de rappel. Ça, quand on a des troubles hormonaux. Quand la patiente n'en a pas, elle va faire simplement des séances de traitement d'attaque de l'ordre de 6 ou 7 en fonction du diagnostic qui lui a été proposé et puis elle n'en refera peut-être pas. Par contre, on a un grand groupe de patientes chez qui l'hirsutisme peut être révélateur. Révélateur de quoi? Révélateur de certaines anomalies endocriniennes que l'hirsutisme a éclairées. Et donc, cette patiente-là, il ne faut pas les louper. Il faut bien sûr confier à l'endocrinologue parce que cette patiente, elle peut avoir plus tard des problèmes de fertilité, un impact sur un projet de grossesse qu'elle souhaiterait avoir et elle ne pensait pas que ceci était un rapport. Donc, pour lever justement tous ces doutes et qu'elle soit prise en charge le plus précocement et le plus tôt. D'autre part, il peut s'agir d'un hirsutisme qu'on appelle familial, un petit peu idiopathique, c'est-à-dire que c'est de génération en génération, elle sait que sa maman en a eu, elle en a, donc il ne faut surtout pas l'aggraver, elle vient faire ses séances laser, elle est améliorée, le dossier est clos. Alors il y a plusieurs types de lasers.
en fonction de l'indication, vous allez changer d'instrument. Alors, le laser, j'ai été voir un petit peu sur le terrain de quoi il s'agit, parce que moi je pensais que c'était comme les espèces de pistolets laser là qu'on voit dans les films. Non, c'est pas du tout ça. C'est d'immenses ordinateurs qui sont là, et vous avez des outils à main, vous appelez ça des outils à main, et donc ils sont branchés à l'ordinateur et qui seront votre main sur le visage. Alors racontez-nous les différents types de lasers, rapidement bien entendu. Ouais. Donc on met plusieurs catégories, donc les lasers pour les poils, les lasers vasculaires, les lasers pigmentaires, les lasers anti-âge, et puis les lasers vasculaires, les lasers chirurgicaux, mais bon, c'est vrai que c'est un grand groupe qui rend énormément service. Les lasers, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des outils qui délivrent de très importantes énergies. C'est pas des machines magiques avec son petit sabre laser, on vient faire un petit peu le fun. Non, c'est des outils, ils sont capables de faire beaucoup de bienfaits entre les mains d'un utilisateur expérimenté, comme on est capable de faire beaucoup de dégâts chez quelqu'un qui n'y comprend absolument rien du tout. Donc là, je mets en garde nos chers auditeurs que de plus en plus, on est un petit peu dépassé par ce qu'on voit dans le voisinage, des coiffeurs, avec tous nos respects pour les coiffeurs et les professionnels des cheveux, qui se mettent à acquérir des lasers pigmentaires et qui proposent des deals et qui proposent des choix. Donc on met en garde, c'est des machines hautement énergétiques, elles peuvent détruire une rétine, on peut avoir une cécité, on peut avoir des cataractes, et c'est irréversible. Un outil laser, c'est dangereux. Il faut que ça soit fait par un professionnel, c'est lui qui saura diagnostiquer, accompagner le traitement, et en cas de complications, parce que c'est ça la différence. Des complications, elles sont rares, mais elles peuvent apparaître. Il suffirait que la peau soit un petit peu bronzée, que la patiente a été au soleil, s'est pas rendu compte, on peut avoir une brûlure. Un dermatologue, c'est accompagner, c'est soigner la brûlure et tout se passe bien. On aura 4 à 5 jours, petite éviction sociale et tout rentre dans l'ordre. Alors que si on faisait ça chez quelqu'un qui n'a pas su diagnostiquer le problème à temps, on peut se heurter à de véritables soucis et on en a eu. C'est bien clair, professeur Ben Mosley, merci. Alors, il y a plein d'autres techniques, hein. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, mais j'entends parler de mésothérapie, de cryolipolyse, de carboxythérapie, de HIFU. Alors, est-ce qu'il y a parmi ces techniques l'une dont vous voulez nous parler, docteur Liliane Loumi? Oui, je parlerai peut-être de la cryolipolyse parce qu'elle est... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est la glace? C'est la destruction de la graisse par le froid, justement. D'accord. Donc, comme on l'a dit plus tôt, les gens n'aiment plus aller facilement vers la chirurgie. Donc, il y a une alternative par rapport à la graisse du corps, donc les abdominoplasties, les liposuctions, c'est la cryolipolyse. On ne va pas traiter des personnes obèses par la cryolipolyse. Ça va nécessiter énormément de séances, un budget très important et on n'aura pas de résultat. Mais pour des petites surfaces localisées, de la graisse localisée par exemple au niveau abdominal, ça peut être intéressant donc de faire une ou deux séances. Ça peut améliorer la silhouette. Les autres traitements, vous avez parlé de la carboxythérapie, je trouve que c'est un petit outil qui peut être vraiment très intéressant. En fait, on va injecter du gaz carbonique qui va être considéré par le corps comme une agression et il va y avoir une vasodilatation qui va ramener de l'oxygène. Donc, c'est véritablement une oxygénothérapie active de la peau. Donc, ça permet de soigner beaucoup de petits problèmes, les cernes vasculaires, relâchement de la peau dans certaines régions, la cellulite du corps, des vergetures qui sont, soit dit en passant, un gros problème donc pour les jeunes femmes après, donc en postpartum, après l'accouchement, ou même des jeunes filles en phase de puberté. C'est aussi une technique que je trouve assez intéressante. Il y a plein de techniques comme ça qui émergent, donc je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de les passer en revue entièrement. La mésothérapie aussi, il s'agit d'une injection d'un mélange de vitamines, d'oligo-éléments, d'antioxydants avec de l'acide hyaluronique non réticulé, c'est pas comme pour les fillers, donc du non réticulé, donc juste hydratant. Ça permet de revitaliser justement la peau, c'est des petites injections sur tout le visage pour une hydratation, un rajeunissement, un éclat du teint, mais il faut en refaire assez régulièrement pour maintenir les résultats. Il faut s'y retrouver dans toutes ces techniques. On l'a vu, comme pour toute opération esthétique et plus généralement la chirurgie plastique, la médecine esthétique connaît également quelques controverses.
l'inverse. Vous l'avez dit tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Il peut toujours, malgré toutes les précautions, y avoir une réaction, d'où l'importance de faire appel à un médecin pour pratiquer ces gestes en milieu médical. Le dermatologue, lui, qui a été formé à ces techniques, reste l'un des spécialistes, on va le dire, le plus apte à déterminer les bonnes indications, mais déceler aussi les contre-indications et gérer les complications, certes rares, mais possibles et parfois graves. Alors, je vais vous demander, avant de passer au fait passif et pas ça, vos recommandations. La médecine esthétique pratiquée dans les règles de l'art peut avoir un impact très positif sur la qualité de vie des patients, leur estime de soi. Il y a une étude récente qui le démontre, Dr Lila Loumi. Oui, tout à fait. On en a parlé aux dernières journées dermatologiques de Paris. Et effectivement, donc, les injections de toxines botuliques et d'acide hyaluronique ont un impact très positif sur la qualité de vie des patientes et leur estime de soi, et même pourrait diminuer le taux de dépression chez les jeunes femmes. Pratiqué d'une manière très modérée et bien suivie, on préconise de le faire sans aucun problème, sans tomber dans l'excès bien sûr. Vos recommandations, Dr Moaz Bensel? Les recommandations, il faut déjà, donc comme on l'a dit, on va le répéter encore une fois, consulter un médecin qui s'y connaît dans le domaine de la médecine esthétique. Le médecin doit d'abord poser un diagnostic. Il doit d'abord voir l'indication. Est-ce que ce petit souci qu'on va traiter, quelle est la technique idoine pour l'améliorer? Est-ce que cette personne-là, on peut la traiter correctement ou pas? Il faut savoir éliminer les personnes qui ont des demandes irréalistes. Donc, si quelqu'un s'attend à quelque chose de très très important et qu'après, il n'arrive pas à ce résultat-là, cette personne, évidemment, elle sera déçue. Il faut savoir éliminer les personnes qui ont une contre-indication à telle ou telle technique. Il faut savoir également bien pratiquer cette technique et il faut assurer un suivi. Il ne faut pas dire à la personne allez, au revoir, terminé. Non, il faut faire attention. Quel que soit le degré de maîtrise de la part du médecin, il peut toujours y avoir des petits incidents. Et là, il faut savoir les gérer. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Fais pas ci, fais pas ça. Et nous en arrivons à notre fais pas ci, fais pas ça. En tour de table, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Est-ce que vous pouvez, comme cela, dénoncer un mauvais geste ou une attitude qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé? Je vais commencer avec vous, professeur Rim Ben Mousli. Votre fais pas ci, fais pas ça. Au quotidien, il m'arrive d'observer que plusieurs patientes qui souffrent de troubles pigmentaires tels que le mélasma, qui constitue une pathologie réellement très fréquente en Tunisie, c'est une pathologie du Maghreb. On est toujours stupéfait de voir que ces patientes-là continuent, au jour d'aujourd'hui, à s'appliquer leur écran en quantité insuffisante quand elles sortent. Donc ça, quand je sors, je pose mon écran, c'est non. Quand je souffre de cette pathologie pigmentaire type mélasma, je me lave le visage le matin, je pose mon écran en quantité suffisante et je le réapplique, ne serait-ce qu'au bout de 4 heures. C'est vrai que 2 heures, c'est ça quand je bronze au soleil ou quand c'est au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est le cas. Mais les autres mois, je pose mon écran convenablement tous les matins. Et ça me crève le cœur parfois de voir des patients très améliorés par des thérapeutiques que nous connaissons et qui font des rechutes parce qu'au beau milieu du mois d'avril, elle a oublié. Voilà. Donc c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup d'argent, beaucoup de patience et une grande estime de soi qui est partie. Fais pas ci, fais pas ça. Votre fait pas ci, fais pas ça, docteur Liliane Loumi? Alors je voudrais vraiment tirer la sonnette d'alarme à propos des deals, ce qu'on appelle les deals sur les réseaux sociaux par rapport au centre esthétique. Donc quand on fait un deal à 50 voire 70%, alors il faut se poser la question, quel équipement va-t-on utiliser? Quels sont les produits qu'on va utiliser? Donc ça peut être très très grave et d'autant plus, comme on l'a déjà vu, il y a des traitements qui sont combinés. Par exemple, pour une patiente qui s'est fait un comblement, elle ne doit pas avoir de techniques comme la radiofréquence ou les HIFU plusieurs mois après cette séance d'injection, au risque de faire migrer le produit, de le faire dissoudre et d'avoir des complications. Et je pense que le personnel de ce type de centre n'est pas forcément expert en la matière, donc pour déterminer ces risques-là. Et donc vraiment, il faut se méfier de ces deals et de cette publicité excessive qu'on voit sur les réseaux sociaux. Fais pas ci, fais pas ça. Votre fait pas ci, fais pas ça, docteur Moaz Bensel? Alors moi je vais aborder un autre sujet, c'est-à-dire je crois que mes collègues Dr Ben Mousli et Lila Loumi ont tout dit. Moi je vais aborder quelque chose de différent, ce sont les taxes exorbitantes dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Là vous vous adressez à l'État, fais pas ci, taxe pas. Attention, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétologie, donc tout ce qui est soins esthétiques, ce n'est pas forcément du luxe.
il faut le différencier donc de ce qui est réellement rouge à lèvres, etc. Ce n'est pas ça du tout. Donc il y a des soins qui sont très très importants, qui sont malheureusement surtaxés. Dr Bounous vient de parler des écrans anti-solaires. Bon, si les gens en mettent un tout petit peu, parfois c'est pas un souci financier. Bah oui. C'est parce que c'est cher. Aujourd'hui, vous savez qu'en 2018, il y a une taxe de 25% qui a été surajoutée par rapport à toutes les taxes existantes qui dans la existaient TV, déjà. etc. Et aujourd'hui, l'écran effectivement devient cher, alors que pour certaines pathologies, l'écran est très très important. Fais pas ci, fais pas ça. Un autre fait pas ci, fait pas ça, docteur Liliane Loumi. Je voudrais aussi parler de ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère. Il faut faire très attention à ce type de remèdes, les conseils sur YouTube, les blogueuses qui ont beaucoup de succès. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de produits naturels ou de produits bio, entre guillemets, ça ne veut pas dire que ce sont des produits sans risque qu'on peut mettre directement sur la peau. On peut avoir des brûlures, des intolérances, des irritations. Donc, vous savez, alors un laboratoire qui met plusieurs années à mettre au point un produit fini dans un cosmétique, on ne peut pas le remplacer par une préparation instantanée à base de citron, de cannelle, de je sais pas quoi, l'aloe vera qu'on applique un petit peu à tort et à travers. Donc je pense qu'il faudrait quand même insister un petit peu sur ces risques-là. Notre émission touche à sa fin, elle sera rediffusée mardi matin à 10h et je vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre site. Merci donc à nos invités, le professeur Rimben Mosli, professeur agrégé en dermatologie, trésorière du groupe Laser des dermatologues tunisiens, le docteur Liliane Loumi, présidente de l'association des dermatologistes libéraux et le docteur Moaz Ben Selem, trésorier de la Société tunisienne de dermatologie et vénéréologie. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Wefé Bouzeida qui était à la prise de son. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echeouch.